Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en votre compagnie. Nous sommes donc le samedi 1er mai 2021. 1er mai, c'est-à-dire que nous célébrons aujourd'hui la journée du travail ou la fête du travail. Donc, bonne fête à tous. Bien évidemment, nous sommes entourés en Égypte de différentes célébrations. Nous sommes non seulement en plein mois sacré du Ramadan, mais également nous sommes en pleine fête chrétienne orthodoxe. Donc, bonne fête à toutes et à tous. Aujourd'hui, notre sujet principal sera centré sur la fête du travail. Et justement, à cette occasion, le président Abdel Fattah el-Sisi a tweeté sur les réseaux sociaux aujourd'hui en cette occasion, en rendant hommage aux ouvriers égyptiens, en parlant d'une force commune, celle des bâtisseurs égyptiens qui ont permis d'arriver à là où nous sommes aujourd'hui, de créer un État moderne avec un contexte que nous connaissons tous, avec des défis que nous affrontons au quotidien. Et malgré tous ces défis-là, nos ouvriers égyptiens ont réussi à relever le défi. Et justement, je vous propose de voir un sujet signé chez Vosseur. Dans son allocution à l'occasion de la fête du travail, le président Abdel Fattah el-Sisi a exprimé son appréciation aux efforts distingués des ouvriers sur la voie du développement, des réalisations et de la production comme pilier fondamental de la construction du présent et de l'avenir. El-Sisi a confirmé que le travailleur égyptien est la vraie richesse de la nation et le moteur du développement. Le président a réitéré que les Égyptiens ont donné l'exemple dans la promotion de valeur du travail vu de leur attachement à construire une patrie caractérisée par la fierté et la dignité en dépit des énormes défis. Les réalisations liées aux méga-projets accomplis en Égypte ces dernières années témoignent la créativité et la volonté du peuple pour changer la réalité et construire un meilleur avenir et une vie décente pour les citoyens. El-Sisi a ajouté que ce qu'on fait aujourd'hui en termes de changement rapide dans les méthodes de travail et les mécanismes de la production nous pousse à être compétitifs, à participer à travers une formation continue pour accroître les capacités et connaître les expériences des autres nations. El-Sisi a souligné que quiconque qui veut trouver une place qui convient à l'ère moderne devrait avoir les plus hauts niveaux de maîtrise et de dévouement à son travail. En conclusion, le président Abdel Fattah el-Sisi a assuré la capacité des travailleurs égyptiens à achever le processus de développement pour un avenir meilleur des jeunes générations prometteuses. Et justement, nous a rejoint par téléphone notre expert en économie, Dr Bassem Omar, directeur économique pour le Moyen-Orient. Bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, oui. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous célébrons une célébration qui nous est chère, puisque nous parlons de la fête du travail, sans quoi nous ne pouvons pas littéralement vivre. Et le président Abdel Fattah el-Sisi, aujourd'hui, dans son discours, justement, rendait hommage à l'ouvrier égyptien ou aux travailleurs égyptiens, que ce soit par le passé ou par le présent. Et c'est vrai qu'il faut dire que l'ouvrier égyptien, depuis la nuit des temps, est exceptionnel. C'est grâce à lui que nous avons ces magnifiques temples que les touristes du monde entier contemplent lorsqu'ils viennent en Égypte. C'est grâce à lui aussi que nous avons cet avenir meilleur qui se dessine devant nous. C'est vrai que rendre hommage à l'ouvrier égyptien, c'est parler d'une longue histoire, n'est-ce pas? Oui, bien entendu, c'est une histoire qui remonte à plusieurs milliers d'années. Et comme vous l'avez dit à juste titre, il y a une histoire en fait du travailleur égyptien qui est une richesse culturelle qui s'est accumulée au fil des temps. Et aujourd'hui, donc, le travailleur égyptien est tout à fait capable de transformer le pays, comme on est en train de le voir, vers une nouvelle ère de prospérité.
Alors c'est vrai qu'on parle de transformation du pays, on parle également de méga-projets. Et là, lorsqu'on parle de méga-projets, il faut insister sur un des projets les plus importants, celui dans le domaine de l'infrastructure. Oui, bien sûr, mais vous savez, depuis que le président Sisi a pris le pouvoir, on est de méga-projet en méga-projet, à commencer par le canal de Suez avec la deuxième extension. Et ça, c'était un projet aussi pharaonique qui a été accompli en temps record, dans lequel le peuple entier s'est galvanisé et qui a contribué au financement de ce méga-projet. Mais également, on voit dans l'infrastructure, c'est un secteur, l'infrastructure, qui avait été malheureusement négligé pendant très très longtemps. C'était une des entraves majeures pour attirer des investisseurs étrangers en Égypte. Et là, depuis donc, que le président Sisi a pris le pouvoir, il a mis l'accent sur tout ce qui est projet d'infrastructure, à commencer par l'énergie, l'électricité, qui était un problème. Vous vous rappelez, il y a 7-8 ans, on avait des problèmes de rupture d'électricité à plusieurs reprises par jour. Les usines ne pouvaient pas fonctionner. Et donc aujourd'hui, en Égypte, on a réussi non seulement à combler le déficit en énergie, en électricité qu'on avait, mais à également pouvoir avoir un surplus de production. Et tout cet excédent a été généré par des ressources renouvelables, comme les panneaux solaires qui ont été installés à Benban, un des plus grands parcs solaires au monde, par les éoliennes qui sont proches de la mer Rouge, là où il y a les courants d'air les plus puissants. Et donc nous voyons qu'il y a une stratégie pour développer l'infrastructure énergétique qui est très efficace, et plus récemment avec le gaz bien entendu, mais à tous les niveaux, l'infrastructure routière. Aujourd'hui, on a des routes qui peuvent traverser le pays entier, du nord au sud, de l'est vers l'ouest, et même autour du Caire, on remarque un développement considérable des ponts qui ont été créés un peu partout, des nouvelles routes qui ont été faites à des temps records. C'est vrai que l'Égyptien moyen ou le citoyen moyen peut se poser des questions. Pourquoi on consacre autant de temps et autant d'argent à construire des ponts et des routes? Mais effectivement, il faut rappeler que sans cette infrastructure, nous ne pouvons pas attirer des investissements. Mais bien entendu, mais même, on prend un exemple très simple. Quand on avait un embouteillage tout le temps pour aller de Héliopolis, par exemple, au centre-ville, on mettait 1 heure, 1 heure et demie. Vous pouvez imaginer qu'un taxi, par exemple, qui doit faire une course, il va pouvoir en faire 1 ou 2 ou 3 par jour. Aujourd'hui, quand il fait le même parcours en une demi-heure, cela veut dire qu'il peut en faire 2-3 par jour. Ça va augmenter son revenu. Et donc, on considère l'infrastructure routière comme, on va dire, les artères et les veines du corps humain. Si elles sont entravées, le corps entier en pâtit. Quand elles sont fluides, le corps est réénergisé. Et donc, on va remarquer qu'il va y avoir un développement des transports routiers grâce à cette infrastructure routière que le citoyen à tous ces niveaux peut constater qu'elle devient beaucoup plus fluide et efficace. Et dans le monde de l'économie, il y a une expression qui est très célèbre, qui résume tout: le temps, c'est de l'argent. Absolument, exactement. Je pense que c'est pour ça qu'avoir une circulation fluide, et croyez-moi, moi je fais des parcours régulièrement au Caire, et je constate que chaque semaine, il y a un nouveau pont, il y a une nouvelle route qui a été créée, qui facilite considérablement la circulation et qui raccourcit le temps qu'on prend pour aller d'un point à un autre. Alors, vous le savez que nous sommes en période donc, de Covid depuis maintenant plus d'1 an. L'économie mondiale va au plus mal. Est-ce que nous, en tant qu'Égyptiens, on s'en sort assez bien? On s'en sort bien, bien entendu. On s'en sort beaucoup mieux que les autres. On peut le remarquer juste par rapport aux chiffres. Mais vous savez, on compare aux pays développés et aux pays en développement. La plupart de ces pays-là, depuis le continent jusqu'à aujourd'hui, ont connu des récessions économiques très très importantes. On parle de l'ordre de -3, -4, -8% dans certains pays, même -12 dans d'autres, alors qu'en Égypte, on affiche des taux de croissance positifs. Est-ce que justement le fait d'être pays en voie de développement est d'une certaine manière un avantage? Vous savez, il y a beaucoup de pays en développement, même des pays voisins dans la région
du pourtour méditerranéen. On parle du Maroc, on parle de la Tunisie, de la Jordanie. Le Liban, bien entendu, est dans des problèmes beaucoup plus sérieux. Mais tous ces pays-là ont connu une récession, alors qu'ils sont au même niveau de développement économique, plus ou moins que l'Égypte. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence? Oui, oui. Donc, mais malgré ça, ils ont eu des récessions très importantes. Et je pense que l'Égypte... je vous en prie. Justement, qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui a fait que nous avons réussi à maintenir une stabilité économique? Vous savez, la décision a été mise depuis le début sur l'évaluation journalière de l'évolution des cas et des cas critiques, on va dire, qui ont besoin d'être focalisés par rapport au Covid-19. Et en fonction, voir si on a besoin de confinement plus ou moins total, et tout est relatif par rapport à la situation sanitaire. Et du coup, donc, le gouvernement a décidé de laisser l'activité économique continuer et au contraire accélérer certains projets d'infrastructures dans la nouvelle capitale et ailleurs pour pouvoir permettre aux compagnies qui contribuent à ce développement et à la création de cette nouvelle ville de continuer à exister, à payer leurs salaires. Et du coup, c'est ça qui a créé la croissance positive. C'était à la fois cette volonté de maintenir le cap et d'accélérer dans tout ce qui est projet d'infrastructure et de développement, tout en évaluant la situation sanitaire pour que la population n'en pâtisse pas. Je me permets de nous projeter un petit peu vers l'avenir. Vous le savez qu'avec le Covid, le monde entier a décidé malheureusement, pour la plupart, de fermer les écoles, les universités. Nous avons une génération d'étudiants qui, malheureusement, n'a pas eu la chance d'être formés comme il se devait. Est-ce que ça peut avoir des répercussions également sur plus tard? Vous savez, c'est un problème dans tout le monde auquel fait face. Les professeurs n'étaient pas équipés pour pouvoir transformer tout leur contenu pédagogique du jour au lendemain en ligne et à travers Internet. Donc, c'était une infrastructure à mettre en place et à l'entraînement pour les profs. Et c'est vraiment pas évident. Et on a tous des enfants et on peut constater que le niveau d'enseignement en ligne n'est certainement pas le même que celui qu'ils auraient pu avoir en face à face. Du coup, en Égypte, c'est pareil. La décision de maintenir les écoles ouvertes était dans un objectif d'avoir une égalité des chances pour tous, pour ceux qui peuvent avoir accès à l'informatique et ceux qui ne peuvent pas y avoir accès, puissent les deux continuer à apprendre et à étudier et à avoir un enseignement au meilleur qui puisse dans les conditions que l'on peut voir. Mais malheureusement, c'est une année ou deux qui vont être difficiles à rattraper dans l'avenir. Vous pensez que c'est pour ça que la priorité de l'État aujourd'hui, c'est de passer au numérique au plus vite? Bien sûr, mais ça c'était une priorité avant déjà le Covid. Le Covid n'a fait qu'accélérer un petit peu la tendance et on a réussi à débloquer des fonds et avoir des soutiens de différents organismes internationaux pour pouvoir accélérer la transition technologique et digitale, comme on l'appelle. L'infrastructure y était déjà, mais il a fallu juste l'améliorer, la rendre un peu plus efficace. Et au niveau de l'enseignement, ce qui était très intéressant, c'est la réactivité du ministère de l'Éducation, qui a très rapidement demandé à des compagnies privées de fournir le contenu pédagogique de manière très rapide et très efficace pour le rendre disponible aux étudiants au cas où le confinement serait total, en distribuant des tablettes là où il le fallait, en augmentant le niveau d'apprentissage de comment utiliser les nouvelles technologies pour les parents et pour les enfants. Donc il y a eu un effort qui a été fait à ce niveau-là, qui continue d'ailleurs. Je pense que l'ère digitale ne fait que commencer et qu'elle va s'accentuer avec le temps. Il n'y aura pas de retour en arrière. Il y a également une initiative très importante qui tient à cœur le président. C'est le projet Vie décente qui a été salué et qui a été enregistré par l'ONU comme une des meilleures campagnes pour aider les plus démunis. Est-ce que vous pensez que ça également a permis de stabiliser ou de donner une meilleure santé à notre économie? Vous savez, on a la chance en Égypte d'avoir une population qui est très solidaire. Et l'initiative n'a fait que galvaniser un petit peu cette tendance du peuple égyptien à vouloir s'entraider et juste à pouvoir bien canaliser, parce qu'on a envie tous d'aider, mais on ne sait pas comment. Là, on a l'outil qui est efficace, qui va permettre justement de recevoir les fonds, les aides, à la fois publiques et privées,
et les canaliser vers ceux qui en ont le plus besoin. Et ce sont eux qui ont plus besoin, que quand eux, ils reçoivent du revenu, et qu'ils le dépensent, qu'ils consomment, qui contribuent au développement de l'activité économique, bien sûr. Docteur Bassem Awal, merci à vous d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes directeur économique régional pour le Moyen-Orient. Merci à vous. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette émission. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur un thème international et surtout bonne fête à tous les Coptes d'Égypte et de l'étranger. À très bientôt. Au revoir.